et l'honneur qui m'est choix de vous entraîner sur les chemins de la morphogénèse, car tout se comprend par le développement du pôle caudal de l'embryon. En effet, dans cette région, nous allons assister à un double phénomène caractérisé par l'abouchement du tube endoblastique, bien sûr, dans la région cloacale, tube endoblastique qui est en situation sous- et extracellulaire et qui va être le siège, bien sûr, d'une condensation mésenchymateuse myotomiale qui va donner la première ébauche du sphincter cloacal, tel que nous allons le schématiser ici. Dans cette région également, nous sommes aussi du point de vue phylétique au niveau de la régression du segment caudal, dont les myotomes vont maintenant venir s'incorporer pour constituer la première esquisse de ce que sera la sangle des releveurs, le levator ani. C'est la migration vers le pôle caudal de cet éperon péritonéo-périnéal de Kölliker qui va diviser cette région en deux. Et c'est la partie toute postérieure, maintenant que la queue a régressé, qui va nous retenir en arrière de ce sinus urogénital. Voici le tube rectal et la membrane didermique anale. Bien sûr, la condensation mésenchymateuse myotomiale cloacale primitive va donner ici la première esquisse de ce qui sera le sphincter anal. Bien sûr, nous allons avoir ici la sangle des releveurs qui va ménager les orifices pour les abouchements des deux tractus. Dans cette région, l'innervation du muscle releveur de l'anus se fera par la face supérieure, alors que l'innervation du sphincter cloacal se fera par la face inférieure. Nous sommes, bien sûr, avec ici les ponts péritonéo-périnéal de Kölliker en situation sous- et rétro-péritonéale partielle, et vous y retrouvez ici les trois segments qui vont nous préoccuper ce matin. Le segment rectal, péritonisé, le segment rectal sous-péritonéal et en dessous le canal anal. Si l'on pratique en effet une coupe frontale par la région postérieure du périnée, intéressant l'ampoule rectale, dans la lumière de laquelle nous pouvons ici montrer quelques replis valvulaires de la sorte, la zone de l'abouchement de la ligne anocutanée de Hermann. Voici la section latérale des tubérosités ischiotiques, en regard desquelles nous allons marquer les muscles obturateurs internes qui sont en train de se réfléchir et sur la ponéphrose desquels vont venir s'insérer les muscles releveurs de l'anus. Nous avons en effet ici la zone du sphincter, de la marge de l'anus, que nous allons détailler, mais la sangle des releveurs, qui est d'ailleurs beaucoup plus horizontalisée qu'on ne le représente d'habitude, ce que nous confirme l'IRM, in vivo, qui va venir mélanger certaines de ces fibres avec les sphincters, qui va épaissir, en regard de l'arcade du releveur, la ponéphrose de l'obturateur interne. Les sangles des releveurs nous permettent de retrouver ici vers le haut le péritoine, qui va plonger latéralement et qui va être soulevé par le passage d'éléments viscéraux, et en particulier des uretères, que voici de chaque côté, qui vont constituer l'un des rapports importants des faces latérales du rectum. Ces cul-de-sac péritonéaux, montrés en regard de ces flèches, vont être sous-tendus par une condensation de la lame sacropubienne, de la lame hypogastrique, de ce que nous allons détailler tout à l'heure, bien sûr, dans laquelle vont se trouver les vaisseaux, mais aussi les éléments lymphatiques, mais encore et surtout les éléments nerveux. Et nous voyons ainsi apparaître l'espace de la loge périrectale par rapport à l'espace de la graisse pararectale de Valdeyer, cette graisse de Gérota dans laquelle chemine l'urtère. Ici, en dessous du diaphragme des releveurs, nous sommes avec la graisse de la fosse ischiorectale qui est à peine séparée par la condensation transversale conjonctive du fascia transverse. Nous sommes ici en regard de ce repli falciforme connu sous le nom de canal d'Allecoque, dans lequel va cheminer le pédicule pudendal et le pédicule honteux interne que nous retrouverons tout à l'heure. Eh bien, tout est là. Tout est là car nous retrouvons ici les trois segments qui ont été nommés tout à l'heure. Premièrement, vers le haut, le segment rectal,
péritonisé. Deuxièmement, le segment rectal sous-péritonéal mais supralévatorien. Et troisièmement, le segment du canal anal qui, lui, est au-dessous du diaphragme dévolateur. C'est à la structure pariétale du tube rectal, du canal anal, que nous allons consacrer le premier chapitre de la structure, en rappelant le travail remarquable de Lyman. Si l'on pratique une coupe sagittale, antéro-postérieure, médiane, de la jonction lombo-sacrée, l'articulation sacro-coccygienne dans ce plan, le plan de la symphyse pubienne sectionné ici vers l'avant, voici la jonction sigmoïdo-rectale. Et voici dans le hameçon sacré l'ampoule rectale et le canal anal, ce dernier abouché à la peau par la ligne anocutanée de Hermann. Les fibres circulaires de la couche lisse profonde vont marquer ici, à la partie haute, une condensation qui est quasi constante, qui même souvent envoie des fibres vers la face antérieure du promontoire, qui a été décrite de longue date par Nélaton et sur laquelle Aubierne a beaucoup insisté. Ce véritable sphincter supérieur lisse explique en particulier la vacuité de l'ampoule rectale en dehors de la période de prédéfécation. Ces fibres circulaires vont ensuite, intéressant les 2/3, quelquefois la moitié de la paroi, surtout au regard des replis valvulaires, constituer un épaississement pariétal, et c'est bien sûr à la partie inférieure que ces fibres circulaires en disposition sphinctérienne, sur une hauteur de plus de 4 cm, vont constituer le sphincter interne lisse, qui est beaucoup plus épais à la partie basse qu'à la partie haute. La couche musculaire lisse longitudinale, sur laquelle Sapé a beaucoup insisté, va maintenant descendre et va, avec 3 plans de couche que nous allons détailler tout à l'heure sur la coupe, se terminer à des niveaux divers, avec des formations pectiniformes qui vont vers la profondeur rejoindre les fibres circulaires, qui vont au niveau de ce canal anal, même pour certaines, entrer vers l'arrière dans la constitution de ce diaphragme postérieur, de cette ligne du raphéano-coccygien décrit sous le nom de ligne blanche postérieure de Cuvier. Ces fibres longitudinales vont également, lisses vers l'avant, recevoir de la part des viscères de voisinage, la vessie bien sûr, l'urétère encore, mais aussi la prostate chez l'homme et les parois vaginales chez la femme, des fibres lisses qui vont constituer ce que certains ont voulu décrire, et nous y reviendrons tout à l'heure, dans l'épaisseur du ligament large comme un véritable ligament, voire comme un muscle suspenseur. C'est ainsi que Delbel avait décrit sur le col de l'utérus chez la femme. Mais il y a là dans la participation de la paroi des fibres lisses qui indubitablement proviennent des viscères de voisinage. Il nous faut au préalable maintenant mettre en place la disposition du sphincter strié superficiel, celui qui dérive de cette zone, au niveau d'une tube périnéale dont nous ne préciserons pas vers l'avant le sexe, simplement latéralement les 2 reliefs des tubérosités ischiatiques, vers l'arrière et dans ce plan la pointe du coccyx, le relief osseux avec l'épine sciatique, et dans cette région, les ligaments petits sacro-sciatiques, sacro-épineux, ou grands ligaments sacro-sciatiques, sacro-tubérositeux. Voici, pour mémoire, la zone du noyau fibreux central du périnée, cette clé de voûte importante, et esquissée, sans entrer dans le détail, la loge antérieure du périnée génital. Nous allons également montrer que, sur la moitié droite de ce dessin, les muscles transverses du périnée séparent les moitiés antérieures et postérieures. Dans la moitié antérieure, nous allons rappeler ici le contingent des muscles superficiels bulbo-caverneux et ischio-caverneux, quel que soit le sexe, avant-nous. Bien, la zone de la marge de l'anus, avec sa colorate cutanée qui est là, va être entourée par 3 couches concentriques de muscles striés. La première couche est une couche dite sous-cutanée. La deuxième est appelée la couche superficielle. Et la troisième, la plus profonde, la couche profonde qui est en avant, insérée sur ce noyau fibreux central du périnée, mais surtout, comme je le dessine maintenant, va envoyer des expansions
qu'il faudra savoir éventuellement respecter dans cette chirurgie du périnée. Expansion vers le muscle pulpo-caverneux, ceci aussi bien chez l'homme que chez la femme, alors que chez la femme, il y a fréquemment des expansions vers le muscle ischio-caverneux. C'est également cette couche profonde qui, vers l'arrière, va envoyer quelques expansions vers la pointe du coccyx pour entrer dans la constitution de ce raphet anococcygien. Il nous faut bien sûr maintenant mettre en place le diaphragme des releveurs. Sur la moitié droite, nous avons ici esquissé la graisse de la fosse ischio-rectale qui affleure la peau. Cette graisse, nous l'avons enlevée sur la moitié gauche, et c'est là que, suivant les trois contingents qui entrent dans la constitution de l'os iliaque, le pubis, l'ilion et l'ischion, le muscle lévatoranique, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qui a récupéré ces sommites, ces portions myotoniales qui reviennent de la queue, qui s'est incorporé à la partie postérieure, va présenter les trois faisceaux classiques du muscle lévatoranique. Le premier faisceau, c'est le faisceau d'origine pubienne. Et là, il va être constitué par deux contingents qui vont nous intéresser particulièrement. Premièrement, le contingent pubo-prérectal, le muscle qui a été décrit particulièrement par Hall et dont les fibres ici vont sur la ligne médiane s'entrecroiser en avant du rectum avec les fibres contralatérales. Si je représente sur un schéma de la partie inférieure de la coupe sagittale médiane, ici, l'articulation sacro-coccygienne, la zone de la symphyse pubienne vers l'avant, avec la coudure ici du cap anal, de la région recto-anale, ce premier contingent pubo-prérectal va descendre dans la paroi antérieure du canal anal et va aider justement en partie à l'ouverture de l'entonnoir anal. Ce muscle va échanger avec le muscle contralatéral, un petit muscle que Weber-Hildebrandt avait beaucoup décrit, un muscle transversal qui contribue aussi, avec d'autres fibres que nous allons voir, avec le contingent antérieur des fibres lisses, à former ce muscle pubo-prérectal décrit par Henle. Le deuxième contingent, toujours d'origine pubienne, un peu plus latéral, va maintenant constituer le faisceau pubo-rétro-rectal. Et celui-ci va être essentiel, nous y reviendrons dans le fonctionnement aussi tout à l'heure, pour venir constituer, comme je le schématise maintenant, avec le contingent contralatéral, une véritable fronde qui va tirer vers le haut et vers l'avant cette région du cap anal, qui va maintenir donc l'angle anorectal aux environs de 100 degrés, qui va maintenir l'orientation du canal anal aux environs de 60 degrés par rapport à l'horizontale, et qui, en particulier chez la femme, va, à travers le Douglas ici, être un moyen important statique du col de l'utérus. Ce faisceau pubo-rétro-rectal termine ainsi le premier contingent de cette sangle et de ce diaphragme des releveurs, et nous en arrivons au deuxième contingent d'origine iliaque. Il faut ici rappeler que sur l'os iliaque s'insère un muscle qui, du point de vue morphogénétique, a pris la place avant, c'est l'obturateur interne, que l'on montre ici recouvert par son aponévrose en train de sortir par la petite échancrure sciatique. Et c'est sur ce contingent, donc, en épaississant cette aponévrose, que le contingent ilio-rétro-rectal, maintenant, vient compléter ce diaphragme des releveurs. Ce muscle va passer latéralement par rapport à la jonction recto-anale. Il va être responsable, entre autres portions sphinctériennes, de l'aplatissement latéral du tube rectal. Il va pouvoir maintenir, mais pas longtemps, plus de 50 à 60 secondes, c'est un muscle strié, la continence, assurer en quelque sorte l'urgence quand le besoin se fait, et il a un rôle très important que nous voyons ici bien sur cette vue périnéale dans ce plan. Enfin, le muscle releveur de l'anus va avoir un troisième et dernier contingent d'origine ischiatique qui va s'insérer sur l'épine sciatique, sur le bord libre du petit ligament sacro-sciatique, le contingent ischio-rétrorectal, voire ischio-coccygien, et c'est l'ensemble, bien sûr, des fibres qui, sur la ligne médiane, va venir maintenant renforcer ce raphet anococcygien postérieur décrit par Cruvellier, ce muscle anococcygien postérieur que nous retrouverons aussi tout à l'heure.
sur une coupe sagittale agrandie qui est empruntée au merveilleux travail de Roux. Je vais vous remontrer la texture fine de ces principaux faisceaux par rapport à la lumière du canal anal, de l'ampoule rectale, donc voici le revêtement muqueux, voici la ligne recto-anale supérieure de Hermann, voici la hauteur du canal anal soulevée par une colonnette de Morgani, voici le plan de la ligne anocutanée de Hermann, et voici le relief de la peau. La sous-muqueuse, dans cette partie haute, va nous montrer la première couche circulaire, lisse, du tube rectal, qui va maintenant s'épaissir de plus en plus sur les 4 cm à 4 cm et demi de la hauteur du sphincter lisse de la marge de l'anus. Les fibres longitudinales vont être à l'extérieur, mais rappelons au préalable la disposition sous la peau des 3 contingents qui ont été décrits tout à l'heure du sphincter strié de la marge de l'anus. Le contingent sous-cutané, le contingent superficiel et enfin le contingent profond. Les fibres longitudinales lisses, comme Sapé l'avait bien montré, et comme Roux sur ses coupes histologiques l'a parfaitement retrouvé, sont tout d'abord la couche la plus interne, qui va être de 2 types, soit des fibres directes qui viennent s'étaler à la face profonde de la muqueuse du canal anal, soit des fibres indirectes qui vont faire le tour de cet épaississement avant de remonter pour aussi soulever et entrer pour une part dans la constitution des colonnettes de Morgani. Le deuxième contingent de fibres lisses, moyen, va maintenant descendre entre le sphincter lisse et le sphincter strié et va se glisser en dilacérant en quelque sorte les 3 contingents du sphincter strié et surtout ici va traverser la couche sous-cutanée du sphincter strié en une vingtaine de fibres qui viennent à la face profonde de la peau constituer un véritable muscle possier que l'on connaît sous le nom de corrugator cutis ani. Le contingent le plus superficiel des fibres longitudinales, le plus externe, va maintenant remonter vers l'arrière, vers la pointe du coccyx que la coupe esquisse à ce niveau, va entrer dans la constitution de ce raflet postérieur, évoqué tout à l'heure, et c'est ici que nous allons retrouver le contingent pubo-rétrorectal du muscle strié releveur de l'anus, dont certaines fibres vont également descendre dans l'épaisseur des faisceaux profonds du sphincter strié, et puis, comme nous l'avons montré ici, le contingent ilio-rétrorectal et vers la pointe du coccyx, le faisceau ischio-coccygien de ces muscles, avec la condensation de l'adventice du tissu celluleux vers l'arrière, et avec cet espace précoccygien rétrosacré que certaines voies opératoires décrites par Parkes ont justement emprunté. Nous avons donc ici la structure fine de toutes ces couches, et si l'on reprend ce schéma qui a été proposé par Shafik, eh bien voici à l'aplomb de la jonction sacro-coccygienne avec la symphyse pubienne vers l'avant, avec la jonction anorectale, le cap anal, ce qui va en quelque sorte assurer la propreté de ce canal anal, une triple fronde dont la partie haute est formée par un premier faisceau à direction antérieure qui est pubo-rétrorectal. Ce premier faisceau est protracteur. Le second faisceau va venir s'insérer au contraire vers l'arrière sur le coccyx. Il est rétracteur, c'est le muscle rétractor recti. Et enfin, le troisième et dernier faisceau est périnéo-anal, c'est un faisceau sphinctérien inférieur. Et ainsi, comme une véritable vis hélicoïdale avec ses 3 contingents, l'ampoule rectale va se vider par le canal anal, celle-ci va être propre un peu à la manière d'une serpillière que l'on essore. Les formations vont maintenant être vascularisées.
vascularisé, innervé, par ce qui va constituer l'essentiel des moyens de sustentation du rectum. Si le rectum tient en place, c'est avant tout par ses éléments trophiques, et en particulier par les faces latérales, par les vaisseaux, par les nerfs que nous allons voir sur un premier schéma, qui est une vue postérieure, dont voici la gauche, avec la jonction sigmoïdo-rectale, avec l'ampoule rectale, le canal anal et la jonction ano-cutanée vers le bas. Voici le profil des tubérosités sciatiques, celui de l'épine sciatique et la coupe vue de l'arrière, de la partie la plus postérieure de l'aile iliaque, gauche et droite. Nous allons rappeler ici, pour mémoire, que les deux muscles obturateurs internes sont en train de sortir de chaque côté par la petite échancrure sciatique. Voici au pourtour du canal anal l'épaississement sphinctériel, ça n'est pas ce qui nous préoccupe, et voici esquissé le diaphragme développeur dont les fibres les plus inférieures vont se mêler avec celles du sphincter, comme nous l'avons décrit tout à l'heure, simplement pour isoler les deux portions sus et sous-lévatoriennes de cette région qui, sous la peau, bien sûr, est marquée par la graisse de la fosse ischio-rectale. Eh bien, les artères, tout d'abord, vont provenir de trois pédicules et le premier pédicule va être constitué par l'artère hémorroïdale supérieure. Celle-ci est la branche terminale de l'artère mésentérique inférieure. Elle arrive à la jonction sigmoïdo-rectale, elle se divise le plus souvent en trois branches, avec une branche principale qui est la branche droite, qui est dans le prolongement, qui va bien sûr se ramifier vers les faces latérales plus antérieures. La branche gauche qui est souvent plus coudée, plus petite, et une petite artère médiane, décrite sous le nom d'artère azygos du rectum. Le deuxième contingent va être constitué par des branches issues de l'artère hypogastrique. Celle-ci, qui est en train de donner dans la cavité pelvienne toutes ces autres collatérales, va, peu avant la naissance ici du tronc sciatico-honteux, va donner l'artère hémorroïdale moyenne. Celle-ci, dans la portion sus-lévatorienne, ce que je représenterai essentiellement du côté droit, va bien sûr vers le haut s'anastomoser avec l'artère hémorroïdale supérieure, va vers le bas maintenant s'anastomoser avec l'artère hémorroïdale inférieure. Cette dernière est une artère issue de ce véhicule punadal évoqué tout à l'heure. L'artère honteuse interne va en effet être l'artère du périnée et va entre autres ici abandonner l'artère hémorroïdale inférieure qui prend en charge la zone du canal anal et qui s'anastomose, comme nous l'avons dit, avec l'artère hémorroïdale moyenne. Les pédicules veineux que nous allons présenter sur la moitié gauche vont tout d'abord, dans la région sus et sous-lévatorienne, drainer une portion qui est très richement anastomotique. Ces veines, dans l'espace sous-muqueux, dans l'épaisseur des colonnettes de Morgani, vont constituer aussi un véritable joint élastique qui va intervenir dans la continence de ce canal anal, connu sous le nom de colonnette ou de repli de Thomson. Ces veines, entre le segment sus-lévatorien et le segment sous-lévatorien, vont être richement anastomosés et vont bien sûr se drainer dans le territoire hypogastrique, donc quart inférieur, mais vont ensuite évidemment être anastomosés vers le haut avec les veines tributaires du système mésentérique inférieur, c'est-à-dire du système portal. Les lymphatiques de cette zone se répartissent en trois groupes. D'abord, les groupes pararectaux décrits par Gérota, qui vont secondairement se drainer ici dans les ganglions de la fourche de l'hémorroïdale supérieure, en général au nombre de 4 à 5, et troisièmement, qui vont plus haut, se drainer dans les relais ganglionnaires de Cuneo et de Marcy. Nous sommes ici dans le tissu fibroconjonctif cellulo-graisseux de l'espace sous-péritonéal. C'est lui qui va feutrer ce que l'on va appeler les ailerons latéraux du rectum. Ce sur quoi il ne faut pas trop tirer, autant que faire se peut, bien sûr, parce que, nous le verrons tout à l'heure avec l'innervation intime, on risque alors secondairement d'entraîner des problèmes d'étirement des fibres nerveuses et de dysfonctionnement avec un résultat fonctionnel qui est mauvais. De la même façon que tout à l'heure, lorsque nous avions mis en place cette région
avec ce schéma de Safik, là aussi, lorsque, d'un point de vue statique, l'ensemble va dégringoler dans un ordre du périnée descendant, eh bien, on va avoir un étirement des ramifications nerveuses terminales qui, à la longue, avec les efforts de poussée demandés par le malade, vont finir par dégénérer là encore et expliquer donc ces troubles de l'électrification secondaire. Nous sommes bien sûr sur le schéma de droite, ici, avec le péritoine pariétal qui se réfléchit, qui va se prolonger par le péritoine viscéral, bien sûr, qui va être attiré par ce feutrage de la lame hypogastrique, dans lequel maintenant nous allons décrire les éléments nerveux. Les éléments nerveux sont schématisés tout d'abord sur une vue latérale gauche de la jonction de la colonne lombale et du sacrum. Donc voici une partie schématisée avec la zone du promontoire, les trois dernières vertèbres lombales et le profil du sacrum vers l'arrière, les trous sacrés antérieurs dans ce plan et l'articulation sacro-coccygienne vers le bas. Voici la zone de la symphyse pubienne vers l'avant. Le rectum qui nous préoccupe est donc ici dans ce hameçon sacré avec la zone du cap anal, le canal anal et la ligne anneau-cutanée de Herbach. Nous allons, sur ce schéma, envisager que nous sommes chez l'homme avec la loge antérieure, vésico-prostatique, avec à la face postérieure de la vessie, cet élément important, nous allons le voir encore plus tout à l'heure, latéral gauche ici, l'urtère gauche, qui vient de l'arrière dans son segment pelvien vers la face postérieure et supérieure de la vessie. À la partie inférieure, nous pourrions ici rappeler donc la loge génitale de l'homme, la prostate, les vésicules séminales, ne serait-ce que pour évoquer ces fibres qui vont venir de ces viscères de voisinage dans la constitution pariétale du rectum et du canal anal, à partir de la vessie, à partir de la prostate, à partir des pédicules séminifères et à partir de l'urètre. Eh bien, tout d'abord, l'innervation somatique va être représentée par le tronc lombo-sacré de L4, L5, qui va ici rejoindre les racines S1, S2 et S3 pour constituer ce volumineux nerf sciatique qui sort vers l'arrière, mais de S3 et de S4 jusque avec les racines coccygiennes. Nous pouvons maintenant mettre en place ce diaphragme gauche des releveurs que nous schématisons à l'extrême, ici, pour rappeler que c'est de la racine S3, principalement, S3, S4, classiquement, que viennent par la face supérieure les filets moteurs du muscle releveur de l'anus. A l'inverse, c'est par le nerf punanal, par le nerf honteux interne et par la face profonde, comme nous l'avons expliqué sur les premiers schémas, que ce nerf périnéal va maintenant abandonner le nerf anal, avec très fréquemment aussi un nerf anal accessoire qui a été décrit par Morestin et qu'il faut savoir respecter dans certaines interventions périnéales. L'innervation végétative, maintenant, va être constituée tout d'abord par le contingent orthosympathique. Ce dernier montre à partir des ganglions lombaires les fibres efférentes à destinée splanchnique qui viennent constituer le plexus hypogastrique supérieur de l'ovelac, le plexus présacré, qui va abandonner une partie de fibres afférentes à cette lame hypogastrique. Ensuite, c'est à partir des renflements ganglionnaires de la chaîne sacrée que se détachent les autres fibres orthosympathiques qui viennent aussi feutrer cet espace pelvis ou péritonéal. Le contingent parasympathique, splanchnique lui aussi, va être double d'origine. D'abord des fibres venues en suivant l'artère hémorroïdale supérieure du plexus mésentérique inférieur, donc du nerf pneumogastrique, et ensuite, en suivant les racines S3, S4, S2 également, par l'intermédiaire de ce que Descartes a décrit sous le nom de nerf érecteur Descartes, les fibres d'emprunt somatique, mais qui véhiculent le contingent parasympathique. Et c'est cet ensemble maintenant qui va glisser sur les faces latérales du rectum, qui est très important, que certains peut-être tiraillent un peu trop en se disant c'est rien, on peut les couper. Mais après on a des problèmes secondaires. On se demande pourquoi le malade est constipé. Eh bien, c'est cette formation ici qui va venir s'embrocher véritablement sur l'urtère
mais aussi sur les vaisseaux que j'ai montrés tout à l'heure, qui va former cette lame fenêtrée du plexus hypogastrique inférieur de 4 ou 5 cm de long, décrite par Lee et Frankenhauser. Cette lame, donc, qui glisse sur le côté, est elle aussi à l'origine de cette condensation sous-péritonéale qui va attirer sur le côté les cul-de-sac péritonéaux. Bien, ces formations sont en situation sous- et extra-péritonéale. C'est maintenant ce que nous allons essayer de représenter sur une première vue latérale gauche de la jonction lombo-sacrée et sacro-coccygienne avec l'ampoule rectale, le canal anal, et avec la réflexion, donc, du péritoine viscéral en péritoine pariétal. Le péritoine viscéral que nous allons représenter ici en Parme, au tableau, va entourer la partie haute de l'ampoule rectale. C'est le premier segment. Il va véhiculer l'apport hémorroïdal supérieur à partir du segment célomique de la mésentérique. Et puis, ce péritoine va glisser sur les faces latérales, en arrière, également, puis en avant, pour se réfléchir et se prolonger par le péritoine pariétal pour constituer les cul-de-sac latéraux-rectaux. Voici montré par cette flèche le cul-de-sac latéro-rectal gauche. Voici en avant, bien sûr, le cul-de-sac génito-rectal, pré-rectal, le cul-de-sac postérieur qui va être sous-tendu par ce feuillet condensé évoqué tout à l'heure qui ferme la loge périrectale en arrière. Et dans cette région, nous pouvons de façon assurée, ici en jaune, quadrillée maintenant, montrer ce que Valdeyer a appelé la lame pararectale. C'est tout ceci sur le côté, dans lequel nous avons expliqué les vaisseaux, et lymphatiques, les nerfs, qui va feutrer la partie latérale sous-péritonéale du rectum et qui va aussi le maintenir en place. Bien, ce péritoine, je vais vous le représenter maintenant sur une vue supérieure que nous allons faire chez la femme. Vue dont voici l'avant et le côté gauche, avec la jonction ilio-sacrée, peu nous importe ici, mais en représentant sur la moitié gauche du schéma les éléments viscéraux simples et en mettant en droite le repli péritonéal. Voici le viscère qui nous préoccupe ce matin, le rectum, dans la partie postérieure. Voici en avant l'utérus qui est en antéflexion. Avec posé sur la vessie, dont voici le conduit bourracal vers le haut et vers l'avant, l'arrivée ici vers l'arrière, dans la vessie, des deux urtères qui, il faut le retrouver, constituent un rapport important des faces latérales du rectum. L'utérus va être en relation latéralement avec les trompes qui viennent par leur portion frangée pavillonnaire au voisinage ici de l'ovaire gauche que nous mettrons dans la fossette pré-urétérale, la fossette ovarienne de Krauss, chez une femme donc nullipare. Et l'utérus est bien sûr rattaché vers l'avant par le ligament rond et rattaché à l'ovaire par le ligament utérosacré. Nous allons ici sur la moitié droite esquisser les mêmes formations avec l'ovaire et nous allons mettre en place enfin à la partie postérieure l'épi vaginal qui va remonter beaucoup plus haut sur la face postérieure du col de l'utérus que sur les faces latérales et antérieures et délimiter ce cul-de-sac génito-rectal. Dans cette région, mettons en place la petite sacrée moyenne, les deux artères collatérales, sacrée latérale, peu importe. Ici, du côté gauche, le trajet de l'artère iliaque primitive qui va être surcroisé par l'urtère à gauche, qui va très rapidement donner les deux artères iliaques
externe et interne, dont l'artère iliaque interne va ici nous montrer cette crosse de l'artère utérine au-dessus de l'urtère, à 1,5 cm du bord latéral du cul-de-sac vaginal, rapport essentiel à connaître quand on aborde cette zone, va abandonner la deuxième artère qui va prendre dans sa fourche l'urtère, l'artère vaginale longue, celle qui saigne la hache dans les plaies du vagin, et va abandonner ici, pour la loge rectale qui nous intéresse ce matin, l'artère hémorroïdale moyenne. Voilà ces éléments représentés du côté gauche. Nous allons simplement les esquisser du côté droit, car je vous ai dit, ce côté droit, d'abord, la division des vaisseaux a été plus précoce sous l'angle iliaque, et le péritoine va y être représenté dans un instant. Marquons enfin, au préalable, la disposition de la chaîne orthosympathique latéro-vertébrale, des racines nerveuses dont nous avons expliqué l'importance, et pour expliquer comme ceci le trajet de ces filets de façon schématique qui viennent former cette formation fenêtrée du plexus hypogastrique inférieur de Lee et Frankenhauser. Même chose du côté droit. Et alors, si l'on dispose maintenant du côté droit le feuillet péritonéal qui va recouvrir l'ensemble, nous allons y retrouver dans un instant tous les reliefs du ligament large chez la femme. Voici en effet, vers l'avant, le relief de l'ourac, le relief latéral de l'utérus, qu'on peut suivre bien sûr du point de vue correspondant sur la moitié droite. Voici les ailerons du ligament large, l'aileron antérieur, soulevé par le ligament rond. Voici l'aileron supérieur, le mésosalpinx, soulevé par le trajet de la trompe. Voici l'aileron postérieur, soulevé par le ligament utéro-ovarien, et voici la fossette ovarienne de Krauss, l'ovaire qui est libre dans la cavité péritonéale. Voici les éléments qui sont en situation sous-extra-péritonéale, l'urtère, les vaisseaux, bien sûr, comme nous l'avions montré, mais voici maintenant ces formations soulevées latéralement par le passage de ce feutrage neurologique qui va expliquer ce que certains appellent le ligament de McEnroe, ce que certains ont appelé le ligament utéro-sacré de Delbet, celui qui soutient le col, et qui n'est en fait que la condensation en dessous du péritoine des vaisseaux, des veines, formation plexique, veineuse, des nerfs extrêmement nombreux sur lesquels on tire quand on opère. Et on voit se soulever ces formations, et dans lesquelles certains ont voulu décrire un véritable muscle. Alors, sur ce schéma, vu du dessus, vous voyez ainsi apparaître le cul-de-sac de Douglas, le cul-de-sac génitorectal, et voici latéralement le clivage latéral par ce pseudo-ligament utéro-sacré, soulevé qu'il est par le plexus, par la lame hypogastrique qui file vers l'avant. Le rectum, dans sa réflexion du cul-de-sac prérectal, du cul-de-sac rétrorectal et ses rapports latéraux. Et bien, pour terminer, il me faut maintenant vous expliquer la constitution neurologique à la fois du rectum et à la fois du canal anal. Tout d'abord, pour ce qui est des récepteurs périphériques, sur un premier schéma, où voici la muqueuse rectale vers le haut, voici le canal anal, avec le repli valvulaire des colonnettes de Morgani, la ligne anocutanée de Hermann et la peau. Nous allons rappeler à la partie haute le cul-de-sac péritonéal à cause de son importance du point de vue barorécepteur. Sur l'autre moitié du schéma, nous allons figurer la portion sphinctérienne, striée. C'est un schéma neurologique. Nous allons représenter également le muscle releveur de l'anus. Par contre, nous allons montrer comme suit le contingent lisse et le sphincter lisse interne du canal anal. Les premiers barorécepteurs sont des barorécepteurs viscéraux, splanchniques, orthosympathiques, car en dehors de crépulés, personne ne reconnaît au système parasympathique une fonction viscéro-sensitive. Ces récepteurs sont sous-péritonéaux, ceci sera important pour expliquer certains réflexes. Ils sont à la partie
haute sous la muqueuse de l'ampoule rectale basse à la partie haute du canal anal, et ils vont faire relais dans la moelle lombale d'une part, dans la moelle sacrée d'autre part. Nous sommes dans une région de transition à la fois entre les fibres musculaires lisses et les fibres musculaires striées, et nous allons ici aussi trouver des barorécepteurs somesthésiques, montrés en bleu, ceux-là, de la sensibilité extéroceptive qui vont eux aussi faire relais dans la moelle sacrée. Mais il n'y a pas que ces tensiorécepteurs de la muqueuse, il y a aussi les tensiorécepteurs de la sensibilité proprioceptive consciente qui vont intervenir dans l'établissement du schéma cortical du besoin, qui sont contenus dans les muscles somatiques striés, le releveur de l'anus et le sphincter, et qui passeront eux aussi par les relais sacrés. À signaler maintenant, pour ce qui est du contingent viscéro-moteur, tout d'abord le contingent parasympathique, qui est de deux sources, le contingent d'origine pneumogastrique par l'intermédiaire du nerf mésentérique inférieur, surtout le contingent d'origine pelvien, à partir des racines de S1 à S3, le nerf érecteur Descartes qui vient du centre médulaire de la défécation. Le contingent qui est maintenant viscéromoteur, mais non pas parasympathique, mais orthosympathique, va descendre de la moelle lombale, ici, et va intéresser aussi le contingent inférieur à partir de la moelle sacrée. Nous avons expliqué tout à l'heure ce feutrage latéral et cette origine double, ortho et parasympathique. Pour ce qui est du contingent somatomoteur, bien sûr, c'est à partir du relais sacré dans le motoneurone alpha de la moelle sacrée que vont se détacher maintenant les fibres somatomotrices destinées aux muscles striés, aux releveurs de l'anus et aux sphincters striés de la marge de l'anus. Il faut ici signaler un effet particulier que j'appellerai un effet nexus, qui est un effet de voisinage, qui va expliquer le réflexe recto-anal inhibiteur, qui fait que cette portion de la jonction recto-anale peut s'auto-contracter en dehors de toute commande venue descendre. Et heureusement pour le paraplégique ou le blessé médulaire. En effet, lorsque la moelle sacrée est détruite, ce réflexe recto-anal persiste. Par contre, dans la ganglionose de la maladie de Hirschsprung, ou dans certaines rectocolites ulcéro-hémorragiques évoluées, ce réflexe va disparaître. Alors, sous l'angle maintenant des voies périphériques, comment sur ce dernier schéma va se passer à la fois la défécation, mais comment peut-on aussi essayer de comprendre les phénomènes d'incontinence, les phénomènes de constipation par incoordination neuromusculaire, comprendre aussi certains phénomènes de ptose. Nous allons ici mettre en place de façon schématique la moelle de la région lombo-sacrée en isolant ces deux segments particuliers de L1 à L3 d'une part, de S1 à S3, S4 d'autre part. Au cours de la ponte sigmoïdienne, à l'intérieur de l'ampoule rectale, nous allons avoir une augmentation de la pression intraluminale, et celle-ci, comme nous l'avons expliqué précédemment, va être tout d'abord perçue par les tensiorécepteurs orthosympathiques dont le centre relais va se trouver ici, dans le centre de la dépression entre L1 et L3. À ce niveau, premier arc réflexe classique, simple, venu du système orthosympathique, nous allons représenter ici la couche lisse. Ces fibres vont être inhibitrices sur les fibres longitudinales du côlon gauche, de la partie haute du rectum, et vont être facilitatrices sur le sphincter lisse, profond, de la marge de l'anus. C'est-à-dire que, par voie réflexe, il y a une inhibition de la contraction et un resserrement du sphincter lisse, réflexe pur, automatique, pour empêcher d'aller plus loin, pour éviter la défécation. Ici va apparaître l'importance de ces tensiorécepteurs évoqués tout à l'heure
dans l'épaisseur des muscles striés. Je vais représenter le levatorani avec ces tensiorécepteurs qui font relais dans la moelle sacrée, parce qu'il faut savoir que lorsque, dans certaines interventions, avec ablation complète du rectum et rétablissement de la continuité par une anastomose qui est colo, voire iléo-anale, la notion de besoin persiste. Donc, il n'y a pas que les récepteurs muqueux d'origine végétative, il y a les récepteurs de la sensibilité proprioceptive consciente, dont nous allons aussi voir le rôle dans l'établissement du schéma cortical du besoin de défécation et de la représentation spatiale de cette portion du corps. Ici, nous pouvons avoir bien sûr un autre réflexe à partir de cette perception, qui est un réflexe descendant vers les centres de la défécation parasympathique évoqués tout à l'heure, qui au contraire vont sur la musculature lisse être facilitateurs pour la paroi du rectum et au contraire être inhibiteurs pour la zone du sphincter lisse et permettre l'ouverture de ce sphincter lisse. C'est ici que je vais reprendre cet effet nexus. Normalement, lorsque le bol fécal arrive dans la partie haute de la jonction recto-anale, apparaît ce réflexe recto-anal inhibiteur. La partie haute de ce canal anal va s'ouvrir et ainsi va commencer à pouvoir être prise en considération la consistance liquide, solide ou gazeuse, le type d'analyse, et ceci se fait forcément par les tensiorécepteurs somatiques de la somesthésie extéroceptive qui vont revenir faire relais ici dans la moelle sacrée, et bien sûr l'apparition de ce qu'on va développer dans un instant, la mémoire fécale, la mémoire corticalisée fécale. Là apparaît un réflexe simple avec les voies de la motricité somatique, à savoir que lors de la perception de cette hyperpression, de cette ouverture de la partie haute du canal anal, parfois un réflexe sur le sphincter strié de la marge de l'anus, sur le muscle strié qui est le retour de l'anus, on va avoir une contraction réflexe de ce sphincter strié, on va avoir une contraction réflexe du retour de l'anus. Je vous ai dit tout à l'heure que celle-ci va fermer le cap anal de 100 degrés, va pouvoir s'opposer, mais guère plus d'une minute, pour parer au plus pressé, pour éviter en quelque sorte la défécation qui n'est pas contrôlée. Alors à partir de là, quelles sont les voies? Ici, voici représenté, pour ne pas trop compliquer ce schéma, l'autre moitié avec le tronc cérébral, à la partie haute, le thalamus, la zone de l'hypothalamus, le cortex qui est vraiment très schématisé, avec la circonvolution péricaleuse. Pourquoi? Parce que, tout d'abord, pour ce qui est de la voie afférente de la sensibilité splanchnique, la voie qui va être spino-tecto-hypothalamique. Elle va faire relais dans l'hypothalamus antérieur et ventral. Elle va traverser, ceci va avoir une grande importance tout à l'heure, la réticulée du tronc cérébral. Elle va y être filtrée. De là, elle va se projeter dans la circonvolution limbique péricaleuse et va intervenir dans l'intégration corticale des phénomènes mnésiques, du souvenir que l'on a de la défécation, de l'établissement de ce schéma cortical. À partir de là, bien sûr, la voie descendante de la motricité splanchnique, toujours, va se faire de deux façons, toujours filtrant à travers la réticulée. C'est la voie hypothalamo-réticulo-spinale, faisant relais dans la moelle lombale, faisant relais dans la moelle sacrée, comme nous l'avons montré tout à l'heure. Elle est inhibitrice, ou au contraire, va descendre dans le contingent parasympathique, va ici intéresser la 10e paire des nerfs crâniens, et donc par le plexus mésentérique inférieur revenir comme nous l'avons expliqué, ou va maintenant venir commander le centre pelvien de la défécation entre S1 et S3. Pour ce qui est des voies ascendantes maintenant de la somesthésie extéroceptive, c'est la voie spino-thalamique qui va elle aussi filtrer à travers une réticulée somatique et qui va être projetée maintenant ici en arrière dans la zone de la pariétale ascendante. Et pour l'établissement du schéma cortical, il va venir s'adjoindre maintenant la somesthésie proprioceptive consciente qui suit la même voie
qui fait relais dans le thalamus, mais qui vient maintenant se projeter dans le carrefour pariéto-temporo-occipital, dans la zone du schéma corporel. L'individu a une image corticale de son rectum, de son canal anal, de ce qu'est le phénomène de défécation. Parfois associatif, alors, la réponse va pouvoir se faire à partir du lobule paracentral d'une part, à partir aussi du fond du lobe de l'insula, qui sont des zones de la motricité rectale. Cette motricité va descendre par la voie pyramidale, bien sûr, elle va venir à l'aplomb de la moelle sacrée, mais elle va au passage maintenant. Intéressant, non seulement des voies pyramidales, mais encore des voies extra-pyramidales, y associer à l'aplomb de C4, le nerf phrénique. Le nerf phrénique qui vient innerver le diaphragme, dont on peut ici, sur un schéma, montrer la limite thoraco-abdominale, à partir de TH11 jusqu'en L2, pratiquement, les nerfs qui vont innerver les muscles larges de l'abdomen, et en particulier le transverse de l'abdomen, et ceci va augmenter, du point de vue follictionnel, la manœuvre de Valsalva et l'hyperpression de la cavité pour pousser. À tous ceux qui connaissent le rectum et le canal anal de longue date, je n'ai fait certainement que rappeler des souvenirs de jeunesse, à une époque où l'anatomie était indispensable pour passer le concours et pour savoir opérer. Aux plus jeunes qui n'ont pas eu cette chance, je souhaite de leur avoir montré ce que pouvait être la compréhension pour que, ayant compris, ils aient un geste technique qui soit meilleur. Parce que tout doit être respecté autant que faire se peut. Je vous ai dit, il ne faut pas tirer trop fort sur ces éléments interrompés, il faut respecter les faisceaux aberrants des muscles, il faut respecter les nerfs accessoires, il faut respecter les renforcements segmentaires, sinon il y aura des résultats fonctionnels secondairement mauvais. À tous, en tout cas, j'espère avoir transmis avec un plaisir que je souhaite pouvoir partager cette connaissance. Et, Monsieur le Président, mes chers collègues et amis, je reste quand vous me ferez encore l'amitié et l'honneur de m'inviter, votre serviteur. Arrivé à comprendre ce qui a été dit pendant cette heure absolument de rêve et